Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. Oh les cœurs, j'espère que vous êtes d'humeur romantique aujourd'hui, parce qu'on va enfin parler d'amour. Oui, l'amour, ce truc à l'eau de rose dégoulinant de niaiserie sur lequel tout le monde fantasme, qui nous fait vivre un véritable enfer et qui détruit nos vies pour ne plus laisser sur son passage que rancœur et désolation. Enfin, surtout si on s'y prend mal, sinon l'amour, faut admettre, c'est plutôt sympa. Je lance le générique, je prends mes médicaments, et on en parle juste après. Précédemment dans Théorie du bonheur. J'ai proposé de nous fixer pour objectif dans la vie d'être heureux. On devrait donc, pour chacune de nos prises de décision, choisir l'option qui contribue le mieux à notre bonheur. C'est pareil pour décider si on veut fonder une famille ou non. Il faut se demander ce qui nous rend le plus heureux. Vivre seul ou en couple. Vivre à deux, ça représente du travail et des contraintes. Donc si on s'impose ça, il faut bien que ce soit en échange d'un certain bonheur. Pourtant, de nombreuses personnes vivent malheureuses à cause de leur couple. On va donc chercher à comprendre pourquoi, et comment éviter que ça nous arrive. Le psychologue américain Robert Sternberg propose de classifier les relations amoureuses entre deux partenaires suivant trois caractéristiques. L'engagement, qui représente leur volonté de prolonger leur relation dans la durée, généralement de manière exclusive, la complicité, qui représente leur entente et le plaisir qu'ils prennent à passer du temps ensemble, et la passion, qui représente leur attirance physique et le plaisir qu'ils prennent à faire pouic-pouic. Et ce que nous explique ce bon Robert, c'est qu'il existe 7 types de relations selon si elles reposent sur une, deux ou trois de ces caractéristiques. Elles peuvent vibrer dans Tête. dimensions possibles. Tête. Il y a donc les relations basées uniquement sur l'engagement, typiquement les mariages forcés ou d'intérêt, et ça c'est la tristesse du désespoir. Les relations basées uniquement sur la complicité, comme certains qui ont cru bon de sortir avec leur meilleur ami avant de réaliser qu'ils n'avaient aucune attirance l'un pour l'autre. Les relations basées uniquement sur la passion, autrement appelées plan cul, et y a rien de mal à ça, je pense que tant que tout le monde est d'accord, ce genre d'arrangement est tout à fait respectable. Les relations basées sur la complicité et l'engagement, mais pas sur la passion, ça c'est les couples où ça défouraille pas trop, mais où soit on s'apprécie suffisamment pour rester ensemble, soit on y accorde juste pas ou plus tellement d'importance. Les relations basées sur la passion et l'engagement, mais pas sur la complicité, là j'ai envie de dire danger, parce que la culbute c'est bien, mais si une fois qu'on a fait sa petite affaire, on n'a plus rien à se dire, et ben on se fait rapidement chier. Les relations basées sur la passion et la complicité, mais pas sur l'engagement, comme cette fille parfaite que tu rencontres en colonie de vacances quand t'es jeune, mais qui pas de bol vit à l'autre bout du monde. Ma petite chou-fleur. Et pour finir, les relations qui combinent passion, complicité et engagement. Vous l'aurez sûrement compris, c'est le scénario le plus épanouissant. Voilà, maintenant que vous connaissez le modèle de Sternberg, vous ne pourrez plus vous empêcher de juger toutes les relations amoureuses autour de vous, y compris la vôtre, pour savoir dans quelle catégorie elles tombent. Et oui, ça vous prendra la tête. Inutile de me remercier. Des vieux vous ont peut-être un jour bassiné avec leur vision du couple, en balançant des clichés du genre « De mon temps, quand quelque chose était cassé, on réparait au lieu de jeter ». Je suis tellement vieux. Bon, c'est pas absolument déconnant. Bien sûr que si on abandonne une relation à la moindre difficulté, on reste jamais en couple bien longtemps. Mais il faut aussi accepter qu'il y a des relations qui ne fonctionnent tout simplement pas. Et ça sert à rien de se forcer dans ces cas-là. Les vieux défendent souvent l'idée selon laquelle c'est en s'engageant qu'on créerait de la passion et de la complicité au sein d'un couple. Alors déjà, beaucoup ont dû s'en convaincre parce qu'ils n'avaient tout simplement pas le choix. À leur époque, la séparation et le divorce étaient bien plus mal vus qu'aujourd'hui. Sans compter qu'ils avaient beaucoup moins de moyens de rencontrer des partenaires potentiels et devaient se contenter de ce qui leur tombait sous la main. We fell in love in high school. Yeah, we were high school sweethearts. Je suspecte d'ailleurs que c'est un peu par jalousie s'ils nous culpabilisent par rapport à ça. Mais surtout, cette idée de baser sa relation sur l'engagement plutôt que sur la passion et la complicité est une connerie monumentale. C'est à cause de ça que certains couples où la passion et la complicité ont foutu le camp décident pour raviver la flamme de se marier ou pire, d'avoir des enfants. Sérieusement, demandez à des couples qui l'ont fait, se marier ou avoir des enfants, c'est pas comme dans les films. Ce ne sont pas des moments de croisière sur la rivière tranquille du bonheur. Ce sont des épreuves brutales qui peuvent ébranler jusqu'aux couples les plus amoureux. Et c'est certainement pas après avoir eu des enfants qu'il faut se rendre compte que son couple marche pas. Parce que sinon, voilà ce qui arrive, on se retrouve coincé dans une relation qui nous rend malheureux. Ça devient un fardeau que soit on se traîne pour le restant de nos jours, soit on brise, en provoquant au passage le malheur de nos enfants. Et voilà pourquoi l'engagement devrait être le résultat de la complicité et de la passion, et certainement pas l'inverse.
Se mettre en couple, on l'a vu, ça représente des efforts et des contraintes qui impactent notre bonheur. Alors bien sûr, il faut le voir comme un investissement, parce que du bonheur, on espère justement en retirer de notre relation. En tout cas, plus qu'on en sacrifie. Et des fois c'est le cas, mais des fois c'est pas le cas. Et quand quoi qu'on fasse dans un couple, c'est pas le cas, alors il vaut mieux y mettre fin, puisqu'on était plus heureux tout seul. Ça paraît évident, il vaut mieux être seul que mal accompagné. On peut d'ailleurs tout à fait être très heureux seul. Mais, problème. À cause de la pression familiale et sociétale d'une part, et de la représentation collective complètement niaise qu'on se fait de l'amour d'autre part, beaucoup de personnes croient que leur relation amoureuse est le bonheur, et que si leur relation amoureuse prend fin, alors elles seront malheureuses. Ces personnes ont tellement la trouille à l'idée d'être seules qu'elles sacrifient tout pour leur relation, y compris ce qui constitue réellement leur bonheur. J'avais une amie comme ça qui sortait avec un immonde salopard. Celui-ci ayant compris qu'elle se laisserait piétiner par lui plutôt que de le quitter, alors il s'en est donné à cœur joie pour abuser d'elle. Il l'a privée de tout. Sa famille, ses amis, sa dignité, sa vie est devenue un véritable enfer. Alors je sais, l'exemple est extrême, mais il montre bien à quel point on peut s'autodétruire sur la seule croyance que son couple est plus important que tout le reste. Et il faut en finir une bonne fois pour toutes avec cette croyance. What are we waiting for? Dans un couple, il y a deux personnes. Et il peut arriver que ces deux personnes n'aient pas la même perception de la relation. Par exemple, si l'un voit dans sa relation de la complicité, de la passion et de l'engagement, tandis que l'autre n'y voit qu'un plan cul. Ça ouvre bien sûr la voie à de la potentielle malhonnêteté de la part de ceux qui font croire qu'ils s'engagent dans une relation sans le faire vraiment, ou même juste à des malentendus. Il l'avait mal compris. D'où la nécessité de pas seulement se demander où on en est nous dans notre couple, mais aussi d'estimer où en est notre conjoint. Que ce soit pour éviter de le laisser nous décevoir, ou même pour ne pas le blesser involontairement. On devrait donc s'efforcer de communiquer le plus clairement possible. Je reconnais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Déjà parce qu'il faut que les deux partenaires soient de bonne volonté, et surtout parce que ce domaine étant très lié à notre émotionnel, notre lecture des relations est facilement biaisée. C'est pour ça qu'il est parfois bon d'en parler à cœur ouvert avec des personnes de confiance, comme nos amis qui peuvent nous ramener à une vision plus objective des choses. Déjà, juste en parler, ça nous force à prendre un peu de recul, et aussi ça peut être l'occasion de recevoir des conseils, ce qui peut être toujours bon à prendre, tant que les conseils sont pas trop pétés. You look. Drunk! Round, soft, no, round, blurry! Ravishing. You too. Hold on. Nos relations évoluent doucement avec le temps. Certains couples, très complices et très passionnés au début, peuvent le devenir de moins en moins, en tout cas suffisamment progressivement pour ne pas s'en rendre compte. C'est comme la fable de la grenouille et de l'eau chaude qui dit que si on plonge une grenouille dans de l'eau bouillante, elle va sauter pour s'en échapper, tandis que si on plonge une grenouille dans l'eau froide mais qu'on chauffe tout doucement, alors elle se laissera bouillir sans s'en rendre compte. Notez que j'ai bien dit fable, parce qu'à ma connaissance, si on plonge une grenouille dans de l'eau bouillante, en fait elle clapse. Mais vous avez compris l'idée, si on ne voit pas la passion et la complicité se dégrader au sein d'un couple, et si on ne fait rien contre, le risque c'est de réaliser bien trop tard qu'on ne ressent plus rien pour la personne auprès de qui on se réveille tous les matins. Admettre qu'on est malheureux en couple, ça peut impliquer deux choses. Soit qu'on va devoir ramer pour réparer ce qui marche pas, soit s'il y a vraiment rien à faire, qu'on va devoir se séparer. Or, ces deux éventualités sont désagréables, donc on préfère parfois fermer les yeux sur le problème de départ pour éviter de nous y confronter. Ma copine, c'est un bon coup et franchement, j'ai pas envie de déménager. C'est en partie ce qui explique que même quand ça crève les yeux que deux partenaires sont pas bien ensemble, certains laissent pourrir la situation, parfois même indéfiniment. Or, le problème quand les personnes refusent d'admettre que leur couple va mal, c'est que d'une, elles restent malheureuses, de deux, elles développent du ressentiment envers leur partenaire qu'elles voient comme la cause de leur malheur, c'est comme ça que certains couples deviennent odieux entre eux. J'ai jamais dit que c'était logique, hein. Ah non, vous avez bien fait. De trois, certains vont jusqu'à trahir leur partenaire en ayant notamment recours à de la tromperie pour compenser leur inconfort au sein du couple. Alors attention, je parle pas de juste avoir une attirance sexuelle pour quelqu'un d'autre. Ça c'est humain, ça peut arriver même si on est très amoureux, c'est juste une réaction biologique, il faut pas se la reprocher. Par contre, si on réalise qu'on pourrait délibérément passer à l'acte, ça signifie qu'on est prêt à mettre le bonheur que nous procure notre couple en danger en échange du plaisir que nous procure la tromperie. Or, si on était vraiment heureux dans notre relation, on n'accepterait jamais de prendre ce risque, à moins d'être complètement con. Donc en arriver à l'envisager, c'est un indicateur flagrant que le couple va très mal, et qu'il faut immédiatement réagir.
Mettre fin à une relation dysfonctionnelle, c'est mettre tout le temps et les efforts qu'on y a investis à la poubelle. Or ça, on a du mal à s'y résoudre, principalement à cause d'un autre de nos biais cognitifs, celui des coûts irrécupérables. C'est-à-dire qu'on va refuser d'admettre que ce temps et ces efforts ont été dépensés pour rien, on va donc s'entêter à faire marcher la relation, même si elle est irrémédiablement foutue, y investir encore plus de temps et d'efforts, qui viendront s'ajouter à ceux déjà dépensés, ce qui nous les rendra encore plus difficiles à mettre à la poubelle ensuite, etc. Bref, vous avez compris, c'est un cercle vicieux. C'est pour ça qu'il vaut mieux réaliser le plus tôt possible qu'une relation marche pas, plutôt que de laisser moisir la situation. D'abord parce que ça fait moins mal de casser après 3 mois qu'après 3 ans, ensuite parce qu'on a alors bien plus la lucidité nécessaire pour le faire, et enfin parce que le temps qu'on perd à refuser d'admettre que son couple est mort, c'est du temps qu'on aurait pu passer plus heureux, seul ou avec quelqu'un d'autre. Même si notre partenaire est heureux avec nous, si nous on n'est pas heureux avec, alors il faut s'en séparer. Et ça, c'est pas de la tarte, parce qu'en principe, à moins d'être un infâme trou-duc, on veut pas faire de peine à notre partenaire. Pour cette raison, les gens remettent souvent la rupture à plus tard, parfois même indéfiniment, par manque de courage, ou encore ils rompent de façon si peu claire que leur partenaire peut encore espérer que ce soit pas vraiment fini. Mais en faisant ça, ils aggravent la peine de leur partenaire. En ne faisant que leur retarder un chagrin qui est inévitable et en leur donnant de faux espoirs, ils leur font perdre du temps. Or ce temps, ils pourraient l'employer à trouver quelqu'un qui sache vraiment les apprécier et avec qui ils puissent être heureux. Voilà pourquoi s'il faut casser, il faut le faire le plus rapidement et le plus nettement possible. Parce que même si on a l'impression d'avoir le mauvais rôle en le faisant, c'est tout le contraire en réalité. On libère ainsi notre partenaire de l'impasse et on lui permet de passer à autre chose. Je vais résumer un peu brutalement ce qu'il faut retenir de cet épisode. Une bonne fois pour toutes, nos relations amoureuses ne sont pas le bonheur, elles ne font qu'y contribuer et encore pas toujours. Il faut donc nous assurer que notre couple ajoute à notre bonheur, mais aussi à celui de notre partenaire. C'est pour ça qu'il faut communiquer de manière aussi transparente que possible. Et si on réalise que quoi qu'on fasse ça marche pas, que ce soit pour l'un, pour l'autre ou pour les deux, alors il faut l'accepter et se séparer plutôt que de se condamner au malheur à perpétuité. C'est en faisant preuve de lucidité et de courage qu'on empêche nos relations amoureuses de détruire nos vies, comme l'ont malheureusement laissé faire beaucoup trop de personnes. Bon, tout ça a été très déprimant, j'ai surtout parlé du cas où ça se passe mal, mais ça nous dit pas tellement comment faire pour que ça se passe bien. Pour ça, il faudrait déjà trouver un conjoint qui nous convienne vraiment. Et comment trouver ça? C'est le sujet du prochain épisode. Et voilà le travail. Merci à tous d'avoir suivi ce 32e épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à cliquer sur le séduisant pouce en l'air, à vous abonner, à activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties, à commenter, à partager cet épisode ou à me suivre sur les réseaux sociaux disponibles sur les liens ci-dessous. Et s'il vous en a donné l'envie, vous pouvez aussi soutenir l'émission financièrement via ma page Tipeee, comme l'ont fait mes premiers tipeurs que je remercie encore infiniment pour leur bienveillance et leur soutien. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.